Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo c'est une vidéo un peu spéciale puisque c'est la première fois que j'en fais une. C'est un peu le récap de ce que j'ai pu apprendre par rapport à la lutte. Je vous avais dit que je m'étais fixé un challenge qui était de devenir meilleur en lutte pour le jiu-jitsu, la lutte pour le jiu-jitsu. Et du coup là c'est tout ce que j'ai pu apprendre ces 2 dernières semaines et je vous partage ça dans cette vidéo. J'espère que vous allez aimer. Première chose, comment contrer la saisie quand l'adversaire fait une saisie au col? Parce que ça arrive souvent dans le jiu-jitsu. Dans le meilleur des cas, j'arrive à faire ma lutte et mon adversaire ne fait pas de saisie sur moi. Du coup, j'ai le champ libre pour changer de niveau et arriver au niveau de ses jambes et commencer à déséquilibrer. Dans le cas où c'est pas possible et que mon adversaire vient faire cette saisie au col, le truc c'est qu'il s'il fait un stiff arm et qu'il tend le coude, même si je change de niveau, je ne vais pas pouvoir rentrer dans ses jambes parce que j'ai une muraille entre lui et moi et j'arrive pas à traverser son bras. Donc ce que je vais faire, et je pense que c'est ça la logique de la chose, c'est d'essayer de casser le plus possible la posture de son bras pour avoir la position intérieure. Donc généralement ce qui se passe c'est qu'on a un grip au col tous les deux et un grip au triceps tous les deux. Ce que je vais faire c'est que je vais marcher du côté du bras qui est ici au niveau de mon col. Du coup je vais marcher de ce côté là pour ouvrir l'espace qu'il y a entre lui et moi. Du coup il va être obligé d'ouvrir son bras et ça va me laisser l'espace nécessaire pour pouvoir moi rentrer avec ma main à l'intérieur et je vais poser ma main ici au niveau de son épaule. Okay. Une fois que j'ai une saisie ici au niveau de son épaule, la posture de son bras est cassée, du coup le coude est plié et ici ça va me laisser un meilleur contrôle sur la posture de mon adversaire. Et du coup, comme j'ai la position intérieure, ça veut dire que ici j'ai les 2 mains à l'intérieur et il y a les 2 mains à l'extérieur. C'est moi qui domine dans ce genre de situation. Donc, ce que je peux faire à partir d'ici, c'est commencer à travailler pour l'obliger à avoir maintenant la jambe gauche devant et pas la jambe droite. Une fois qu'il a la jambe gauche devant, je vais pouvoir utiliser ma main qui est au niveau de son épaule qui est lourde pour casser la posture. Et là, je vais rentrer single leg du côté gauche de mon adversaire. Ça, c'est un truc que j'ai trouvé qui a l'air d'être efficace puisque quasiment à chaque fois que je le fais, j'ai du succès avec. Autre chose, une fois qu'on est ici dans la même position, si jamais il n'a jamais la configuration avec la jambe gauche devant, il garde toujours la jambe droite. Il y a tout ce qui est high crotch et duck under qui peuvent fonctionner de ce côté-là. Donc, quand mon adversaire a la saisie au col, je vais pouvoir lever ici son coude vers le plafond. Et ma main qui était au col va rentrer ici à l'intérieur de ses jambes. Une fois que je suis ici et que j'ai la tête au niveau de ses hanches, je vais poser mon genou gauche au sol, pivoter, relever ma jambe droite et ici ou attaquer en single leg ou alors finir en high crotch où je vais pouvoir décoller mon adversaire et l'amener au sol. Donc ça, c'est comment contrer la saisie au col lorsque mon adversaire décide de faire une saisie au col et une saisie au triceps. Comment réattaquer un shot sur un shot. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est juste que je suis parti chercher sur YouTube et il y avait Jordan Burroughs qui expliquait le principe de réattaquer sur un shot. Si vous voulez, le moment où l'adversaire est le plus vulnérable quand on fait de la lutte debout, c'est juste après qu'il ait fait une tentative d'amener au sol. Donc par exemple, si Samuel ici fait une tentative d'amener au sol mais que je m'éloigne suffisamment pour pas qu'il atteigne mes jambes, donc là je suis hors de portée de ses bras, avec mes 2 mains sur ses épaules. Quand il va vouloir se relever, là je peux changer à mon tour de niveau pour pouvoir rentrer au niveau de ses jambes. Okay. Donc ça c'est un peu de l'action-réaction qu'on retrouve dans la lutte, le sport même, et qu'on peut directement appliquer au jiu-jitsu. Donc contre les personnes qui font de la lutte aussi contre vous, quand par exemple ils gèrent la distance et que j'arrive à m'éloigner suffisamment, je vais gérer la pression que je vais mettre sur lui et si il se relève juste en face de moi, c'est le moment pour moi ici, puisqu'il est en train de changer de niveau et de remonter, de réattaquer, l'amener au sol. Ça peut être single leg ou ça peut être double leg. Ce que dit Alex, du coup moi je l'ai déjà vu dans des vidéos de Less Impressed, More Involved, qui est une chaîne qui analyse le jiu-jitsu plus le grappling, qui montrait que sur les précédents ADCC, là, il y avait beaucoup de luttes, mais en fait, c'était pas celui qui initiait le takedown qui gagnait, c'était celui qui contrait le takedown et du coup lui permettait son entrée sur ses autres entrées, effectivement. Et quelque part, je m'expose moi aussi en attendant que toi tu shootes, donc je suis 100% défense. Et ensuite, toi, quand tu te recomposes, là, j'ai plus d'opportunités d'attaquer sans risque de me faire attaquer et contrer pendant le mouvement. C'est ça. C'est pas parce que
l'adversaire initie le takedown, que c'est lui qui va gagner les points. Il y a Jordan Burroughs justement dans la vidéo dont je parle qui disait si j'attaque, je marque 2 points. Si mon adversaire attaque, je marque 2 points aussi. Donc si on garde cette mentalité-là en tête, ça veut dire qu'on peut attaquer vraiment juste après un moment de défense. C'est le moment où l'adversaire est le plus vulnérable pour qu'on puisse rentrer les 2 points. Donc ça, à garder en tête, surtout pour les takedowns. Principe qui dérive directement de attaque-réattaque, c'est quand l'adversaire va tirer la garde, parce que dans le jiu-jitsu, il y a aussi cette composante de celui qui va tirer la garde. Donc, je n'applique pas ce concept-là. Si par exemple on est en train de se battre avec Ravix, si je veux faire mon premier grip ou alors je veux faire des fakes et que lui il arrive à avoir par exemple un contrôle à la manche, il n'y a rien qui lui empêche de s'asseoir et de tirer la garde. Auquel cas, si je ne suis pas assez rapide et que je n'ai pas les bons réflexes, je ne peux pas lui voler les 2 points. Et dans ce cas-là, le combat est toujours 0-0, mais c'est lui qui a un avantage stratégique puisqu'il est en train de faire maintenant son jeu. Et j'ai pas eu les 2 points de ma partie à moi où j'étais censé dominer. Donc, selon le même principe, il faut avoir un bon timing et avoir l'œil pour savoir où les grips vont aller. Si par exemple Ravix fait un tirage de garde et que j'arrive à casser son grip, ici, dans le jiu-jitsu, il se prendrait une punition si jamais il reste au sol. Il reviendrait debout et le combat recommencerait. Maintenant, si Ravix ne pose pas ses fesses au sol, et qu'il a compris qu'il n'aurait pas le tirage de garde, souvent il va se relever. Donc il y aura le même principe où il va aller chercher, il va y avoir une variation de niveau, il va être obligé de se remettre debout et quand il va se remettre debout, là je pourrais rentrer et mettre mes 2 points de takedown. Donc si par exemple il tire la garde, il comprend que ça ne va pas marcher, là ici je pourrais rentrer parce que exactement comme on l'a vu avant, il y a eu un changement de niveau, il n'a pas eu le tirage de garde. Et quand il se relève pour essayer de retirer la garde ou alors de combattre debout, moi je vais pouvoir rentrer. Donc c'est beaucoup une histoire de timing. Et avec ce petit détail-là en plus, on peut essayer de gagner des points contre les garderos qui sont forts à faire des tirages de garde et qui ne veulent pas combattre debout. Et ça, du coup, c'est très intéressant à l'avoir dans son arsenal. Évidemment, quand on va faire de la lutte, des fois on va juste pouvoir faire des entrées, on va faire des entrées bien. Mais pour pouvoir terminer son takedown, ça peut être compliqué si jamais son adversaire fait un sprawl. Par exemple, si dans le cas où Ravix ne fait pas son sprawl, du coup j'arrive à faire mon changement de niveau, j'arrive ici au niveau des jambes et j'arrive à maintenir le genou de Ravix en avant de ses hanches. Ça veut dire que je peux continuer à pousser, le déséquilibrer vers l'arrière et récupérer sa jambe. Dans le cas où il arrive à inverser cette position-là, du coup ses hanches sont en avant, elles sont lourdes sur mon épaule et ici son genou part vers l'arrière. Ici ça va être difficile pour moi de faire exactement la même chose puisque sa jambe devient lourde et ma posture est compromise. Mais ça ne veut pas dire qu'on va devoir abandonner le takedown et qu'on ne va pas pouvoir ramener son adversaire au sol. Donc au contraire, si jamais il arrive ici avec des hanches lourdes, ce que je dois faire moi, c'est de récupérer ma posture et commencer à charger la jambe la plus loin. Comment je vais faire ça? Imaginons que j'avais ici mes 2 mains qui étaient connectées. Je vais déconnecter mes 2 mains, poser une main devant et garder toujours un contact ici avec sa jambe. L'objectif ici, ça va être de relever la jambe qui est la plus proche de la jambe que je suis en train d'attaquer et de poser mon pied au sol. Une fois que j'arrive ici, ça va être facile pour moi de repousser Ravix et de charger ici sa jambe arrière pour pouvoir continuer mon takedown, que ce soit en terminant ou alors en single, ou alors je peux même replonger et attaquer les 2 jambes. Dernière chose que j'ai appris la semaine dernière, et ça c'était pas en faisant des drills, c'est plutôt en essayant d'analyser pendant les combats, je pense, du coup c'est pas sûr, mais je pense que ça fonctionne comme ça. Donc, si jamais mon adversaire est en face de moi et il a une base qui est basse, ça veut dire qu'il écarte ses jambes et il charge la jambe de devant. Le problème ici, c'est que comme il a la posture basse, il a la tête qui est en face de moi, plus les 2 mains qui sont prêtes à défendre. Donc si jamais moi je change de niveau, ce ne sera pas suffisant pour attaquer ses jambes, puisqu'il peut avoir les 2 underhooks et il peut essayer de défendre mon takedown. Et c'est même trop facile de défendre le takedown. Donc, ce que moi je vais faire quand j'arrive dans ce genre de situation-là, comme il a la jambe de devant qui est chargée avec son poids qui est concentré sur la jambe de devant, ce qui serait intéressant, ce serait de bouger la ceinture scapulaire, du coup les épaules, et en même temps aller chercher le genou. Donc ce que je vais faire, si jamais mon adversaire fait ça, je ne vais pas changer de niveau, mais je vais pousser son épaule, et en même temps je vais rentrer ici au niveau de la jambe. Ça va être un déséquilibre. Donc, alors ce qui s'est passé à chaque fois que je l'ai fait, c'est l'adversaire,
commence à être déséquilibré vers l'arrière et juste en gardant son genou relevé et en marchant vers l'arrière, mon adversaire tombait. Donc ça peut fonctionner comme ça. Et si jamais l'adversaire est à l'aise à sauter sur une jambe par exemple, si jamais j'arrive à pousser son épaule et à récupérer sa jambe, il n'y a rien qui m'empêche de réussir à reconnecter mes positions de single et de terminer en single leg ou alors, encore une fois, replonger, puisqu'ici j'ai déjà le contrôle d'une jambe et d'aller chercher les deux jambes. Donc ça, c'est si jamais l'adversaire garde son poids sur la jambe de devant et surtout a une base qui est basse et qui est prêt à défendre la jambe qu'il est en train d'exposer. Du coup là, c'est trop difficile de rentrer dans les jambes de façon traditionnelle. Ensuite, il y a plusieurs choses qui sont passées aussi pendant les entraînements mais que j'ai pas eu encore le temps d'étudier et il faut que je m'y attarde. J'ai tout noté ici sur mon téléphone et c'est alors d'abord les 2 sur 1 si le combat commence avec des saisies. Si l'adversaire jamais il a le contrôle col-manche etc. Est-ce qu'il n'y a pas le moyen d'avoir un contrôle de main sur un bras et en fait imiter ce qu'on appelle un Russian tie dans la lutte pour pouvoir commencer à connecter les amener au sol. Quand j'avais fait 1 ou 2 cours de no-gi, on avait parlé d'une entrée en arm drag pour aller en Russian tie. Et une fois qu'on avait le Russian tie, on pouvait connecter sur les single legs. Et du coup, si jamais l'occasion se propose, je vais essayer de développer ça cette semaine et de le faire pendant les entraînements. Ensuite, comme j'ai expliqué juste avant, quand l'adversaire a une posture basse et qu'il défend les jambes, on peut essayer de pousser l'épaule pour le déséquilibrer tout en rentrant dans ses jambes. Mais si jamais on ne veut pas rentrer dans les jambes et qu'on veut continuer à attaquer, on peut utiliser, je pense, un contrôle au col ou un snap down, un contrôle au niveau de la tête avec un collar tie. Et tout ça pour rentrer dans la position du front headlock, pour aller chercher des finalisations et même pour connecter sur des amenés au sol en lutte. Parce que le front headlock, quand on contrôle un bras et une tête, on peut avoir tout ce qui est darce, guillotine, arming guillotine, on peut avoir anaconda et sans compter toutes les autres transitions qu'il y a pour continuer à attaquer le cou et le bras. Ce qui rendrait le jeu beaucoup plus offensif et ce qui obligerait l'adversaire à respecter un peu plus la partie du jeu debout. Et indirectement aussi, si jamais j'attaque le cou pendant qu'il est tout en bas, généralement l'adversaire va avoir une réaction qui va être pas se mettre à 4 pattes justement et essayer de posturer. Dès qu'il posture, ça veut dire qu'il rechange encore une fois de niveau. S'il change de niveau, je peux rentrer dans les jambes. Donc ça c'est un truc à explorer pour devenir encore plus performant sur combiner les amener au sol et les contrôles en front headlock. En parlant de front headlock, quelque chose qu'il faut apprendre à défendre forcément quand on fait de la lutte dans le jiu-jitsu, c'est les guillotines. Donc quand on fait des double legs, des single legs, etc., il y a toujours un moment où quelqu'un va pouvoir attaquer le cou. C'est pas parce que vous avez la tête à l'intérieur que l'adversaire peut pas attaquer votre cou. Je l'ai appris à mes dépens. Le 10 finger guillotine, je suis désolé, mais tête à l'extérieur, tête à l'intérieur, on s'en fiche. Et comme j'ai déjà tapé dessus, je vais essayer d'éviter le plus possible de me retrouver dans ces situations-là. Donc, apprendre à défendre tout ce qui est contrôle du cou. Donc tout ce qui est guillotine, 10 finger guillotine, que ce soit en fait dès que l'adversaire a une main qui passe ici au niveau du menton, arrêter tout ce qui est takedown et commencer à passer en mode défense parce que là ça commence à devenir très très dangereux. Les lutteurs ils font pas ça parce qu'il n'y a pas de soumission, mais dans le jiu-jitsu il va falloir adapter ça et du coup devenir fort en défense de guillotine. Donc voilà pour tout ce qui est projet par rapport à la lutte dans le jiu-jitsu, le challenge que je me suis mis à moi-même. Mais il y a quelque chose aussi que j'ai découvert et ça c'est plus du côté mental, mindset, état d'esprit quand on fait de la lutte, c'est qu'en fait il n'y a pas de demi-mesure. Dans la lutte, on ne peut pas hésiter. Quand on fait des amenés au sol, on ne peut pas faire une entrée d'amené au sol et en plein milieu se dire « Ah non, en fait, peut-être si ça ne marche pas. Ah mais non, mais si. Ah mais peut-être si jamais il défend. » Non, il n'y a pas tout ça. En lutte, là, ce que j'ai compris, c'est que où tu y vas, où tu y vas pas. Quand tu y vas pas, tu peux faire tes fakes, tu peux gérer la distance, tu peux commencer à bouger, analyser ce qui se passe. Quand tu décides de rentrer, c'est pour traverser le gars, le décoller du tatami, le jeter sur le tatami. Il n'y a pas de demi-mesure parce que quand tu vas défendre, il ne va pas défendre à moitié non plus. De 1 et 2, si jamais on tombe contre un bon lutteur, c'est ce qui s'est passé, je ne sais pas si j'ai encore la vidéo, mais c'est ce qui s'est passé la semaine dernière. Et il est arrivé avec une ceinture blanche, je me suis dit bon, je vais faire mes entrées rapides, mais je vais pas le décoller du tatami ou quoi. Et en fait c'était un lutteur et du coup il m'a mis underhook et il m'a jeté, je me suis retrouvé dessous et là je me suis dit ah, mais tout ça parce que
J'y ai pas cru quoi. Donc ça change la mentalité de combat et puis même dans la vie de tous les jours en vrai. C'est un autre mindset. Pas de demi-mesure, c'est binaire, c'est 0 ou 1, où tu y vas ou tu y vas pas. Et quand tu décides d'y aller, ben, c'est y aller mais à 100%. Ça c'est ce que la lutte elle m'apprend là. Parce que je suis en train de la travailler là, mais je travaille la lutte mais la lutte me travaille aussi frérot. Seigneur. Allez, je vais prendre ma douche. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Nous on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Je suis pas coiffé du tout, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche, hein? Très bientôt pour une autre vidéo, les gars. Portez-vous bien. Moi, je vous dis ciao, os.